Le premier groupe de Sud-Africains blancs Afrikaners à qui l'administration américaine a accordé le statut de réfugié est arrivé aux États-Unis. Il s'agit d'entrer d'un contingent de 59 Sud-Africains arrivés aux États-Unis et victimes en Afrique du Sud, selon l'administration Trump, de discrimination raciale. Cette démarche de Donald Trump qui entre en contradiction avec sa nouvelle politique migratoire en vigueur interroge quant à ses motivations réelles. Pourquoi Donald Trump a-t-il suspendu la quasi-totalité des admissions de réfugiés fuyant la guerre dans certains pays du monde pour ouvrir une voie royale aux Afrikaners, une minorité ethnique blanche à l'origine du régime brutal de l'apartheid en Afrique du Sud? L'approche de la nouvelle administration américaine va-t-elle davantage crisper les relations diplomatiques déjà tendues entre Pretoria et Washington? À suivre, bien sûr, dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité, les principales analyses de nos invités. L'information n'a pas encore été officialisée par les autorités burkinabées. Une nouvelle attaque terroriste d'ampleur a frappé le 11 mai dernier la ville de Dibo, dans le nord du Burkina Faso, faisant plusieurs morts. Selon des sources sécuritaires et locales, les assaillants arrivés par centaines à bord de motos et de véhicules ont ciblé simultanément le détachement militaire, les postes de police et de la gendarmerie, tout en s'infiltrant dans certains quartiers de la ville. Pourquoi cette recrudescence d'attaques de groupes armés au moment de l'annonce du renforcement des efforts conjoints entre le capitaine Ibrahim Traoré et le président Vladimir Poutine dans la lutte contre les groupes armés terroristes? Ces derniers ne tentent-ils pas d'étendre autant que possible leur zone de contrôle avant le début des opérations conjointes russo-burkinabées? Nous tenterons également d'apporter quelques éléments de réponse à ces interrogations. Voilà qui plante le décor de votre émission Le Point sur l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonsoir à vous et bienvenue. D'entrée, une pensée pour toutes les familles des victimes de l'attaque lâche et barbare perpétrée à Dibo, au nord du Burkina Faso, par des groupes armés terroristes. C'était précisément le 11 mai dernier, au moment où le président burkinabé effectuait du côté de la Fédération de Russie une visite de travail, une visite d'État, comme on le dit, à l'invitation d'ailleurs de son homologue russe Vladimir Poutine. Ce dernier a pris part également aux festivités marquant le 80e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique et de ses alliés sur l'Allemagne nazie. La ville de Dibo a été frappée par des groupes armés terroristes. Au moment également de l'annonce du renforcement du partenariat stratégique entre la Fédération de Russie et le Burkina Faso, avec la création des opérations conjointes russo-burkinabé. On questionne surtout le timing ce soir dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. Nous reviendrons également sur l'arrivée du côté des États-Unis du premier contingent de Sud-Africains blancs, Afrikaners, accueillis à grande pompe du côté des États-Unis. Selon l'argument qui est avancé par l'administration Trump, ces derniers, parlant justement de ces Sud-Africains blancs, ils seraient des victimes de la discrimination raciale du côté de l'Afrique du Sud. Pretoria dément, mais nous le savons, tout est parti justement de cette loi foncière adoptée par Pretoria il y a quelques mois, une loi foncière à l'origine de la brouille diplomatique enregistrée ces derniers mois entre Pretoria et Washington. Au cœur de cette émission du Point sur l'actualité, nous nous posons principalement une question. Pourquoi Donald Trump a-t-il suspendu la quasi-totalité des admissions de réfugiés fuyant la guerre et même la famine à travers le monde pour ouvrir une voie royale aux Afrikaners, une minorité ethnique blanche à l'origine du régime brutal de l'apartheid en Afrique du Sud? Voilà la question qui nous intéresse principalement dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. Bonsoir à vous une fois de plus et bienvenue. Installez-vous confortablement. C'est parti pour cette autre aventure avec à nos côtés ce soir Nabaloum Abdoulaye. Vous êtes du côté du Burkina Faso. Nous reviendrons justement sur cette attaque en question, Nabaloum, qui s'inscrit dans un contexte bien particulier. Je rappelle que vous êtes le président de la CAMPAO, la Confédération des associations mouvements panafricanistes de l'Afrique de l'Ouest. Bonsoir à vous, Nabaloum. Bonsoir, le frère Nguéné. Bonsoir au doyen Parfendom. Bonsoir à mon frère Kaboré. Bonsoir à l'ensemble
de l'équipe technique, l'équipe de réalisation, à la direction de For You Media pour l'invitation. Encore merci pour la contribution énorme à l'éveil de conscience, à la détermination, à la lutte pour la libération de l'Afrique. Bonsoir à tous les panafricains, bonsoir à tous ceux-là qui mènent le combat au-delà de l'Afrique, qui contribuent de façon significative à cette souveraineté tant souhaitée, dont aujourd'hui on en est fiers, en tout cas du combat qui est mené. On a espoir que, en tout cas, les années à venir, l'Afrique va s'écrire de la belle manière à travers le monde et pour s'affirmer davantage, affirmer son indépendance totale, affirmer son développement. Encore merci pour l'invitation. Ouais, c'est donc que vous disons merci Nabaloum pour cette disponibilité légendaire. À vos côtés, votre compatriote Kaboré Youssouf. Vous êtes le coordonnateur national de la Campao, section Burkina Faso. Vous êtes également notre invité ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir frère Nguyen, bonsoir à tous les spectateurs, bonsoir à mes co-panélistes ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà. Nous serons accompagnés du côté du Niger par Omar Amadou Issoufou Didiapenda qui nous rejoindra certainement dans quelques instants, mais sur le plateau, le consultant permanent de cette émission du Point sur l'actualité. Patient Parfendom est avec nous. Bonsoir à vous, doyen. Bonsoir à Baudelaire Ngane, de la principauté de Matom. Bonsoir à mes amis depuis le Burkina Faso, Ouagadougou plus précisément. Bonsoir à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs, à toute la grande galaxie panafricaine, au peuple panafricain d'Afrique et de par le monde. Nous sommes face à une situation assez difficile, très très difficile je dirais même, qui interroge quand même sur ce qui se passe sur notre continent, qui interroge sur la capacité des Africains à pouvoir résister dans cette nouvelle ère où ils ont décidé à prendre eux-mêmes leur propre destin. Et cela exige beaucoup de discipline, une très bonne organisation, mais une capacité de résilience hors norme, parce que nous ne sommes qu'au début des attaques, nous ne sommes qu'au début de la tentative de renoncer à notre liberté, et cela aura un coût. Il faudra que les Africains le sachent, et cela ne doit pas nous envoyer à jouer l'autruche, à être dans la méthode Coué, mais à regarder en face de nous, dans toute sa laideur, ce monstre qui tente de nous empêcher, nous aussi, de découvrir cette horizon indépassable qui a la liberté, qui a la justice, qui a la paix, mais et surtout la souveraineté. Alors, merci à vous, patient parfait. Alors, Nabaloum, d'entrée, comment accueillez-vous justement l'arrivée de ces Sud-Africains blancs, tous des descendants des premiers colons européens en Afrique du Sud qui se disent aujourd'hui persécutés? Le terme a été lâché par l'administration Trump. Ils seraient des victimes de la discrimination raciale du côté de l'Afrique du Sud, partant justement de cette loi foncière promulguée il y a quelques mois par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Donald Trump, au mois de février dernier, leur avait grandement ouvert les bras. Aujourd'hui, ils sont arrivés du côté de Washington. De quoi faut-il d'entrée qualifier cette démarche de Washington qui intervient quand même dans un contexte où on implémente progressivement le plan, ou du moins le projet migratoire de Trump qui vise à réduire drastiquement le flux migratoire vers les États-Unis. On a l'impression qu'au moment où on repousse certains du côté des États-Unis, ou du moins on refoule certains, on ouvre grandement les bras pour accueillir d'autres. De quoi s'agit-il, Nabaloum? Quelle interprétation faites-vous d'entrée de cette démarche de la nouvelle administration américaine? Qui me semble beaucoup plus politique et géopolitique au regard des développements entrepris de part et d'autre par le président Trump vis-à-vis de l'Afrique du Sud. C'est d'abord une réponse à la politique du nouveau gouvernement américain piloté par Donald Trump. Et quand on regarde effectivement les images, ce n'est que des Blancs qu'on qualifie de réfugiés. Et si on remonte l'histoire pour regarder l'apartheid, pour regarder la colonisation de l'Afrique du Sud,
alors on se pose la question si vraiment le statut ou le mot réfugié convient dans cette situation. Tout de même, s'ils sont nés en Afrique du Sud et ils ont résidé, ils ont créé la vie, c'est bien ça. Alors, je pense qu'en réciprocité à la politique américaine actuelle, c'est une bonne action politique et géopolitique. Et je pense que le président Trump essaye de rattraper ses erreurs avec cet accueil en pompe largement médiatisé qui en fait une très grande communication pour permettre de cacher un peu les mésaventures qu'il crée à travers sa politique migratoire. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, quand on regarde les annonces en grande pompe pour refouler des Africains sur le sol américain, cette réponse de l'Afrique du Sud est vraiment à saluer. Donc ici, le président Trump essaye un peu de masquer l'échec lié à cette opération, l'échec lié à cette politique migratoire. C'est comme ça que je le perçois. Et ça laisse aussi une interpellation pour nous, Africains, surtout, parce que très facilement, lorsque c'est la peau blanche qui vient ici, elle a droit à tout, jusqu'à ce qu'on se rende compte que même le lit sur lequel nous sommes, nous pouvons nous reposer, ou la chaise sur laquelle nous sommes assises, alors le monde impérialiste a déjà miné cette chaise. Et ce n'est pas que l'Afrique du Sud. Du côté de la Gambie, on sait effectivement qu'il y a cette minorité blanche qui s'est installée et qui ont créé des territoires où véritablement les Noirs ne peuvent pas y accéder. Donc c'est autant d'interpellations qui montrent à suffisance que nous aussi, nous devons être de plus en plus exigeants vers ce monde impérialiste, colonialiste, pour créer cette réciprocité afin de pouvoir renforcer davantage et s'affirmer davantage en tant que pays, en tant que nation, parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution géopolitique mondiale, il est de bon ton que de plus en plus les Africains s'affirment. Il est de bon ton qu'on soit de plus en plus moins décomplexé, parce que ce sont des actions comme ça aussi, je ne dirais pas simples ou anodines, qui va donner encore davantage de courage à d'autres pays, oui, à d'autres organisations, de faire tomber de plus en plus le mythe impérialiste, le mythe occidental, qui est que, effectivement, l'Occident est la démocratie, l'Occident est la liberté, pendant que l'Afrique est le berceau des ressources, l'Afrique est le réservoir de tout ce qui peut permettre d'organiser le bien-être social, d'organiser le bien-être de l'homme, d'organiser le développement. Et pendant ce temps, le discours qu'on nous sert, la place qu'on nous réserve, c'est celui du pauvre, c'est cette place de celui-là qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas de civilisation, qui n'a pas d'histoire. Donc c'est une grosse interpellation et je pense que cette communication montre en tout cas que l'Afrique du Sud donne un autre regard de sa politique migratoire, donne un autre regard de sa politique vis-à-vis du monde impérialiste, surtout américaine, parce que effectivement, il y a toute une grande histoire, et cette histoire, il faut toujours la rappeler il faut toujours la rappeler pour que les gens comprennent, pour que les Africains puissent davantage de conscience que la lutte, elle est permanente. Il faut bien connaître l'histoire et se faire respecter dans ce monde qui se veut de plus en plus multipolaire. Merci à vous, Nabaloum, pour ce premier jet. Alors, Youssouf Kaboré, parlerez-vous aussi de calculs individualistes de la part de Donald Trump? C'est l'argument, c'est l'un des principaux arguments avancés aujourd'hui par le camp d'en face, celui des démocrates, qui estiment que Donald Trump est dans un calcul politique plus que toute autre chose. On rappelle que pour marquer le coup, tous ces Afrikaners ont été reçus par le numéro 2 du département d'État américain, Christophe Landau, et son homologue du ministère de la Sécurité intérieure, Troy Edgar. Bienvenue aux États-Unis d'Amérique. La terre de la liberté, a-t-il lâché en recevant justement ces Sud-Africains. Parleriez-vous aussi de calcul politique, Kaboré?
Oui, il faut dire que c'est la décision politique de Donald Trump qui est en train de le rattraper. Aujourd'hui, il faut dire que nous sommes dans un monde où la géopolitique entre maintenant deux grands blocs, à savoir les BRICS, voilà, et ceux qui étaient là depuis avant qu'on connaît, que je vais éviter de prononcer leur nom. Donc aujourd'hui, la politique migratoire que Donald Trump a mis en place, croyant que ce sont les autres seulement qui vont payer les pots cassés, l'Afrique du Sud vient de donner voilà, le coup d'envoi. Il faudrait que les États-Unis se préparent encore à communiquer plus, parce que je suis sûr que plusieurs pays vont embarquer ce pas. Voilà, nous sommes dans un monde où les plus faibles ne vont plus se laisser appeler plus faibles. Voilà, chacun va donner le meilleur de lui-même, chacun va élever la voix haut. Parce qu'avant, il y avait un camp qui parlait et l'autre baissait la tête. Voilà, et je pense que ce temps-là est révolu, ce temps-là est derrière nous aujourd'hui. Voilà, une fois que vous décidez quelque chose, il faut s'attendre que ce que vous avez pris comme décision puisse avoir des répercussions négatives sur vos ressortissants qui sont un peu partout ailleurs. Et on traite ces gens de réfugiés sud-africains, mais en réalité, comme mon confrère Nabalou me disait, en réalité, ce sont des Blancs. Voilà. Et les Blancs qui sont en Afrique du Sud, nous connaissons tous leur histoire. Donc aujourd'hui, ce sont les graines que Donald Trump et son gouvernement ont semées qu'ils sont en train de récolter. Voilà. On rappelle que la plupart, selon les États-Unis, sont aujourd'hui victimes de discrimination raciale, un argument rejeté en bloc par l'Afrique du Sud. Hier déjà, à l'Africa CEO Forum, le président sud-africain Cyril Ramaphosa bottait en touche justement cet argument. Il disait ceci: un réfugié est quelqu'un qui doit quitter son pays par peur de persécutions politiques, religieuses et économiques. Ils ne correspondent pas à cette définition. C'est un groupe marginal qui n'a pas beaucoup de soutien, qui est contre la transformation et le changement et qui préférerait voir l'Afrique du Sud revenir à des politiques d'apartheid, a d'ailleurs déclaré le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Mais au-delà de ces déclarations passées en parfum, quelle explication faut-il donner aujourd'hui à cette contradiction à laquelle nous faisons face? Avant d'arriver à la Maison-Blanche, avant son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a vanté son plan migratoire, estimant qu'il devait l'inscrire dans l'histoire des États-Unis en devenant. D'ailleurs, par la même occasion, le président américain avoir contribué à l'une des campagnes les plus importantes aux États-Unis, loin devant son prédécesseur, ou du moins, oui, son prédécesseur, si on tient compte justement de son premier mandat, Barack Obama, pendant qu'on assiste aux premières opérations de déportation, parce que nous l'avons vécu depuis plusieurs mois maintenant, là, il y a un statut de réfugié qui est donné à d'autres. Comment on explique cette contradiction? Est-il en contradiction avec son propre projet de société, Donald Trump, ou pas? À la source de cette décision de M. Donald Trump, oui, il y a la question raciale, je l'ai dit, de racisme tout court. Parce que cette propension de Donald Trump à donner de l'importance à une question comme celle, selon lui, selon son appréciation, qui serait une question d'une discrimination dont serait l'objet la minorité blanche, oui, sud-africaine actuellement en Afrique du Sud, oui, ne tient sa source sur le fait que pour Donald Trump, il est impensable qu'aujourd'hui, en plein XXIe siècle, des peuples d'origine blanche subissent une quelconque domination de qui que ce soit sur cette planète. C'est la raison pour laquelle il soutient mordicus, le régime criminel en Israël de M. Netanyahou contre ce qu'il considère comme des non-sémites, c'est-à-dire des Palestiniens gazaouis. Il ne faut pas oublier qu'au-delà de tout cela, il y a quand même deux facteurs intéressés dans cette décision de M. Donald Trump. Le premier, c'est que Donald Trump tente d'attirer vers les États-Unis
l'essentiel des composantes dans le monde qui produisent un certain savoir et qui sont capables de relancer l'économie américaine par le biais de ce Make America Great Again. Et vous le savez, il a déjà envoyé, son administration a déjà envoyé des correspondances à certaines sociétés occidentales, dont françaises, pour venir s'installer directement aux États-Unis sans passer par leurs États, ce qui n'est pas du tout fair play. Deuxièmement, Donald Trump a quand même un colistier de poids qui s'appelle M. Elon Musk. Or, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de M. Elon Musk, Elon Musk est né sud-africain. Il est de parents sud-africains et qui a migré plus tard aux États-Unis, qui est considéré comme l'un des hommes les plus riches du monde et qui a quand même une influence dans la politique à la fois à l'intérieur des États-Unis, mais surtout à l'extérieur des États-Unis. Il a été le premier, Elon Musk, à émettre cette idée d'une migration des populations sud-africaines, afrikaners, si on peut les appeler ainsi, qui selon lui subiraient aujourd'hui un apartheid à rebours de la part de la majorité noire. Alors, ce qu'on oublie, c'est qu'au cœur de ce problème se pose la question, enfin, très très embarrassante, mais extrêmement dangereuse, de la question de la réforme agraire. En Afrique du Sud aujourd'hui... À l'origine, justement, de toute cette brouille... il y a la question de la réforme agraire. Parce que, enfin, le gouvernement de Ramaphosa tente de s'attaquer à cette question-là, c'est quoi la réforme agraire? En réalité, arrivé au Cap, presque à la fin du XVIIe siècle, cette minorité d'Européens qui étaient constitués des Huguenots français, des Allemands, des Néerlandais et d'autres nationalités européennes se sont constitués dans cet espace-là avec une langue qu'on appelle afrikaner et ont décidé de s'accaparer de l'essentiel des terres fertiles d'Afrique du Sud. Avec la politique d'apartheid qui sera mise sur place, je crois, en 1950. Alors là encore, de manière officielle, avec la question raciale qui va émerger, ils vont prendre l'essentiel des terres cultivables en Afrique du Sud, au point où, je n'ai pas beaucoup de statistiques, mais les statistiques disaient qu'ils avaient pratiquement 80% des terres cultivables au niveau d'Afrique du Sud. Alors qu'ils ne représentent qu'à peine 5% de la population sud-africaine. Oui, aujourd'hui, on est dans autour de 14%. Je ne sais pas, je dis que je n'ai pas beaucoup les pourcentages, parce que souvent, ils ne disent rien du tout, tout et rien du tout. Mais ils sont une minorité dans la minorité même au niveau de l'Afrique du Sud. Donc, mais vous voyez donc le décalage, il y a une petite minorité qui a presque toutes les terres, qui sont privatisées et qui faisait de temps en temps venir des métayers agricoles noirs travailler sur ces terres dont une bonne partie n'était même pas du tout exploitée parce qu'ils étaient exclus complètement de ces zones qui étaient cultivables et ils étaient payés en bol de maïs pratiquement. C'est-à-dire que c'est pire que l'esclavage. Sur votre propre sol, les gens viennent vous imposer des conditions de vie de ce niveau. C'est ça la base de la lutte de libération nationale et la lutte contre l'apartheid. Ça, personne aux États-Unis n'avait vu cela comme un drame ni un danger. Au contraire, les différents gouvernants, les différents pouvoirs américains ont soutenu cette politique d'apartheid. D'ailleurs, ils l'ont reproduit chez eux sans vergogne. Et puis, est venu au pouvoir le président Mandela et le début de cette question de réforme agraire s'est posée. Elle s'est posée de manière un peu plus brutale, pas plus brutale, mais un peu plus incisive au niveau du Zimbabwe. Mais là, maintenant, il faut vraiment reprendre la question de redistribution des terres agricoles pour que la majorité noire qui devait avoir accès à sa terre puisse, elle aussi, c'est cette injustice que Cyril Ramaphosa tente de corriger aujourd'hui. Voilà, c'est cette injustice que Cyril Ramaphosa tente de corriger. Et Donald Trump, qui, n'est pas du tout content du fait que l'Afrique du Sud appartienne au bloc de BRICS. Deuxièmement, qui n'est pas du tout content, malgré les dernières élections, on a vu quand même le parti des Blancs, le parti... titiller un petit peu l'ANC. Et être dans la coalition d'ailleurs qui gouverne le pays aujourd'hui, être incapable d'infléchir cette position de l'Afrique du Sud, de son rapprochement vis-à-vis du bloc de la Chine et de la Russie.
Donc, il faut maintenant créer des problèmes de toutes sortes à l'Afrique du Sud, dont l'un de ces derniers problèmes a été une espèce d'exposition d'une injustice sud-africaine qui a pour réponse le fait que l'Amérique est prête à ouvrir ses bras pour recevoir en son sein ces peuples ou bien ces populations blanches qui sont, selon l'interprétation de M. Donald Trump, extrêmement martyrisées sur cette terre qu'on appelle la terre arc-en-ciel. Cela participe tout simplement d'un jeu à la fois géopolitique, politique. Mais jusqu'où ira Donald Trump dans ce jeu géopolitique, patient parfum d'homme, puisque nous sommes partis de cette question foncière, de cette réforme agraire que vous avez évoquée, parlant de cette injustice que tente corriger aujourd'hui Cyril Ramaphosa. Il y a quelques mois, cette injustice-là, ou du moins, cette brouille avait dégénéré on a frôlé la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, c'est-à-dire l'expulsion de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud du côté justement de Washington. Au mois de février, Donald Trump signe un décret comme ouvrant les bras à tous les Afrikaners victimes, selon lui, de discrimination raciale. C'est quoi la prochaine étape? Jusqu'où ira Donald Trump? On a l'impression que ce nouvel épisode, celui de l'accueil à grande pompe des Afrikaners du côté des États-Unis, ne va surtout pas arranger les relations déjà tendues jusqu'à présent. Non, ça ressemble un peu... Ou alors pour vous, c'est plutôt une bonne affaire que réalise également l'Afrique du Sud, au passage. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses autour de cet accueil des Afrikaners du côté des États-Unis. Certains qui se disent, bon débarras, voilà, c'est bien qu'ils s'en aillent. On va pleinement pouvoir profiter de cette réforme agraire. Mais de l'autre, il y a également l'aspect diplomatique qu'on ne saurait ignorer dans un tel contexte, patient parfum d'homme. Mais l'aspect n'est pas que diplomatique. Diplomatique, certes, et aussi sur le plan de la symbolique. Oui. On montre aujourd'hui que l'Afrique du Sud n'est plus ce pays où diverses communautés raciales pouvaient vivre en parfaite harmonie. C'est-à-dire cette Afrique du Sud qui faisait le charme avec la nation arc-en-ciel, comme on le dit souvent. Voilà, la nation là, vous touchez la question mémorielle, patient parfum d'homme. On a l'impression que Donald Trump tente de réécrire l'histoire. Voilà, au-delà de la question mémorielle, c'est ce charme, cet attrait de cette Afrique du Sud fait de tolérance, d'acceptation de chacun tel qu'il est, de pardon, je ne veux pas dire d'oubli, mais de réconciliation d'un pays qui, hier encore, fut déchiré par cette question raciale, premièrement. Deuxièmement, l'Afrique du Sud, qu'on le veuille ou non, reste quand même un pôle aujourd'hui dans l'économie mondiale où il y a une création, n'est-ce pas, de la richesse due au fait qu'en Afrique du Sud, il y a une certaine expertise à la fois scientifique, technique et technologique qui continue de faire l'Afrique du Sud l'un des maillons essentiels d'innovation et d'un progrès économique certain. Donald Trump veut siphonner l'essentiel de ses forces vives et il utilise tout simplement cette petite escouade, excusez-moi l'expression, de blancs chez lui, pour démontrer qu'en réalité, les investisseurs à travers le monde, surtout les investisseurs occidentaux, américains, surtout blancs, n'ont plus du tout intérêt à aller investir en Afrique du Sud, n'ont plus du tout intérêt à créer de la richesse à partir de l'Afrique du Sud, parce que ce pays est devenu un pays qui ne tolère plus la présence des blancs sur leur sol. D'où, aujourd'hui, dériver ou bien dévier complètement toute cette énergie, tout ce savoir-faire, tout cet apport économique à travers ces IDE pour les États-Unis, parce qu'ils voient très bien le retard que les États-Unis ont finalement vis-à-vis de la Russie sur le plan scientifique, technique et technologique, vis-à-vis de la Chine sur le plan économique. Donc il faut taper sur toutes les niches de savoir, des niches économiques pour ramener tout ça vers les États-Unis. Vous voyez que même l'Europe n'est pas du tout exempt de cette politique brutale de M. Donald Trump pour tenter de remettre à flot l'économie américaine. Et ça, il ne se prive pas de tous les mauvais coups, même le coup en dessous de la ceinture. La réaction sud-africaine, elle est juste, elle est très bonne. Elle démontre tout simplement que nous sommes dans un nouveau virage où les gens ne se feront pas de bisous, où tous les coups seront permis et aux ensembles qui sont les plus costauds de pouvoir résister. Je n'oublie pas aussi
le hiatus, j'allais dire la division sur la question palestinienne entre la position sud-africaine qui défend le peuple palestinien, qui a d'ailleurs décidé d'ester en justice au niveau de la CPI, M. Netanyahou et ses complices, et même au niveau de la CIJ, ce qui n'a pas du tout plu à M. Donald Trump et qui a décidé de punir par ce fait-là l'Afrique du Sud par des démarches et des coups, n'est-ce pas, des attaques diverses, dont cette opération de rapatriement des Afrikaners, appelons-la ainsi pour que les gens comprennent très bien, au niveau des États-Unis, est l'une des manifestations de ces attaques. Non, on comprend mieux, patient parfum d'homme, l'Afrique du Sud est victime de ses positions géopolitiques d'une autre façon, d'interpréter vos propos? Oui, à la fois géopolitique, politique, économique, mais les États-Unis sont aussi dans une posture de comment faire pour relancer ces économies. Alors ils regardent à gauche, à droite, oui, là, il y a une niche d'opportunité. On crée un problème pour ramener les forces vives économiques de ce secteur-là au niveau des États-Unis. Et à gauche, à droite, c'est l'Afrique du Sud, après c'est l'Europe, et pour tenter, n'est-ce pas, enfin de construire quelque chose qui va leur permettre de relancer l'économie américaine, de relancer le savoir-faire américain, de relancer, n'est-ce pas, tout ce qui est technique et technologie américaine pour pouvoir, n'est-ce pas, se mettre au même niveau, c'est-à-dire au même poids de combat sur le tatami ou bien sur le ring avec la Russie et les États-Unis et la Chine, parce qu'ils ont bien conscience qu'ils ont pris beaucoup de retard par rapport à ces deux géants sur le plan planétaire aujourd'hui. Merci à vous, patient parfum d'homme. Nous y reviendrons, soyez-en sûrs et certains. Nous parlons juste des premières arrivées du côté des États-Unis, une cinquantaine d'Afrikaners accueillis justement par le numéro 2 du département d'État américain. Bienvenue aux États-Unis d'Amérique, terre de liberté. C'est d'ailleurs la phrase prononcée justement ce lundi 12 mai 2024 par le numéro 2 du département d'État américain qui recevait donc ces Sud-Africains blancs, si on s'en tient à cette expression, ou du moins ces Afrikaners, qualifiés de victimes de discrimination raciale par l'administration Trump. Du côté du Burkina Faso, que se passe-t-il précisément autour de l'attaque terroriste de Djibo? Soyons précis d'entrée, parce que pour que cela ne puisse pas prêter à confusion, les autorités burkinabées n'ont pas encore réagi pour diverses raisons. Certainement, nous aurons l'occasion de revenir sur certaines d'entre elles. Mais l'information, elle est bien évidemment avérée selon des sources sécuritaires et locales. La ville de Djibo a été donc frappée le 11 mai dernier par des groupes armés terroristes, faisant plusieurs morts. Selon bien sûr des sources sécuritaires et locales, les assaillants arrivés par centaines à bord de motos et de véhicules ont ciblé simultanément le détachement militaire, le poste de police et de la gendarmerie, tout en s'infiltrant dans certains quartiers de la ville. On interroge surtout le timing. Vous le voyez en image, le président du Faso présent au même moment du côté de la Russie où il assistait le 9 mai dernier à la célébration du 80e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique, ses alliés sur l'Allemagne nazie. Nous allons planter le décor avec cet élément fait avec le concours justement de nos correspondants. Au Burkina Faso, des combattants du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ont tenté de prendre la ville de Djibo, dans le nord du Burkina Faso. Mais l'armée a réussi à garder le contrôle de la ville. Selon des informations non confirmées, des dizaines de soldats et de civils auraient été tués. D'autres localités pourraient également être attaquées. À Djibo, dans la province du Soum, au nord du Burkina Faso, l'attaque, qui a commencé autour de 5h30 ce 11 mai, a duré toute une partie de la journée selon certains témoins. Plusieurs sources indiquent que l'attaque de ce 11 mai, qui était d'une rare violence, a fait plusieurs dizaines de victimes, civiles et militaires. Pourquoi cette recrudescence d'attaques terroristes? Les présidents burkinabés et russes se sont récemment rencontrés. Lors de leurs échanges, ils ont discuté de la mise en œuvre d'efforts conjoints pour lutter contre le terrorisme. Le JNIM ne tenterait-il pas d'éteindre autant que possible sa zone de contrôle avant le début des opérations russo-burkinabais? Aujourd'hui, nous sommes unis par un objectif commun, celui de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme. Nous continuerons à aider le Burkina Faso à rétablir la loi et l'ordre constitutionnel et à contribuer à la répression des groupes radicaux dont la présence persiste dans certaines régions du Burkina Faso. La guerre qui nous est imposée aujourd'hui, nous pensons que ce n'est qu'une manifestation aussi du nazisme.
Parce que le terrorisme qui est là aujourd'hui n'est pas du terrorisme, c'est de l'impérialisme. Ce sont nos terres qui intéressent ceux qui nous combattent. Et donc, finir avec cette guerre, avoir une armée forte et lancer le développement de notre patrie, telle est l'essence donc de notre combat. Et nous comptons sur vous pour surtout former nos cadres. Le terrorisme est un problème commun à toute la région du Sahel. Les djihadistes sont également actifs au Mali et au Niger. C'est pourquoi la coopération militaire entre la Russie et l'AES est une décision stratégique vitale pour les pays sahéliens. La Russie continuera d'aider l'Alliance à lutter contre le terrorisme. Alors, Nabaloum Abdoulaye, que faut-il d'entrée savoir sur cette attaque terroriste, celle qui a ciblé la ville de Djibo au nord, en attendant bien sûr la communication des autorités burkinabées qui doivent certainement être en train de rassembler tous les éléments nécessaires qui leur permettraient de communiquer en toute sérénité sur ce qui s'est précisément passé du côté de Djibo. Alors, merci pour cette deuxième phase importante qui est essentiellement consacrée au Burkina Faso. Il faut d'abord condamner cette attaque qui est vraiment lâche et barbare, et aussi la première compréhension, ou en tout cas, selon moi, il faut repartir depuis lorsque le président Ibrahim Traoré, son Excellence, a indiqué que nous sommes dans une guerre qui va se muer à une guerre de haute intensité. Donc c'est en cela que je prends cette attaque sous cet angle pour dire que effectivement la lutte contre le terrorisme ce n'est pas une activité qu'il faut penser pouvoir balayer ou éradiquer de sitôt. Il faut se préparer, il faut s'armer, il faut s'équiper, il faut de la volonté, il faut former des soldats, il faut être très aguerri. Alors, avec le temps, on a vu comment est-ce que nos armées se sont organisées, les stratégies qui ont été mises en place pour contenir. Si aujourd'hui, on en arrive à une attaque d'une telle envergure, il y a plusieurs questionnements qu'il faut se poser. Peut-être c'est l'une des raisons pour lesquelles les autorités n'ont pas encore communiqué. Bien entendu, essayant d'avoir le maximum d'informations concernant cette attaque avant de pouvoir communiquer, avant de pouvoir donner la bonne information. Mais déjà, à travers les réseaux sociaux, on voit tous les commentaires qui vont dans tous les sens. Alors, je me suis amusé pour faire une petite recherche sur le net. Lorsque vous tapez « attaque de Djibo », vous allez voir les médias impérialistes qui sont alignés, qui sont les premiers à communiquer sur ces attaques. Donc, cela démontre clairement, effectivement, la volonté impérialiste de pouvoir soutenir toujours cette action terroriste dans le Sahel, cette volonté des impérialistes de ne pas voir, ou en tout cas, de ne pas permettre au Burkina Faso, de ne pas permettre à l'AES de s'en sortir de cette gangrène, de ce tigre qu'est le terrorisme, et enfin de pouvoir affirmer sa souveraineté, affirmer les bases pour poser les actions de développement. Donc c'est pour moi dans un premier temps la compréhension que je fais de cette attaque, parce que quand vous regardez les images, c'est une attaque d'une certaine envergure, c'est une chose qui a certainement été préparée, et comme vous l'avez très bien dit, le timing est tellement bien précis que on est vraiment fondé à croire ou à mettre la corrélation entre la visite de son Excellence, le président du Faso en Russie, et effectivement cette attaque. Parce qu'au cours de son séjour, non seulement avec le président Poutine et l'ensemble de son staff, il y a des communications très fortes qui sont sorties, qui nous réconfortent non seulement sur la guerre, mais aussi sur les actions de développement, sur les actions qui vont permettre de booster notre pays dans de lendemains meilleurs. Et au-delà de ça aussi, le président du Faso a donné d'autres communications liées principalement à ce général américain qui avait fait des déclarations ou en tout cas donné des informations à l'administration américaine concernant le Burkina Faso. Il s'est également prononcé sur cette question.
Donc, quand on regarde l'envergure de l'attaque et le timing, on est fondé à croire que la main impérialiste n'est pas assez loin de cette situation. Mais cette attaque aussi permet de relancer effectivement la compréhension de la guerre dans sa globalité, les stratégies qui sont mises en place. Comment se fait-il que, effectivement, à aujourd'hui, des terroristes puissent se regrouper de ce nombre et avec ce matériel et pouvoir mener une attaque? Ça nécessite que les services de renseignement, les services militaires, les services d'information donnent les bonnes informations pour qu'on comprenne effectivement, parce que ce combat de l'impérialisme, ce combat du terrorisme, il n'est pas seulement de l'extérieur. Il y a aussi le regard intérieur qu'il faut regarder avec, je dirais, avec des microscopes, pas avec des loupes, mais avec des microscopes bien pointus pour dénicher toutes les complicités internes possibles. Parce que cette vague de terroristes ne peut pas faire mouvement sans qu'il y ait au moins quelque part une personne qui ait pu les voir et puis donner l'alerte pour que les militaires, les forces de défense et de sécurité puissent rapidement rentrer en action. Et quand on regarde aussi les communications qui sont faites, il y a la démultiplication de la désinformation qui est partie dans tous les sens. On a tantôt dit que c'est des attaques qui ont été multipliées partout, dans plusieurs localités, et après on se retrouve que c'est uniquement Dori. Donc, il y a un objectif initialement qui a été posé, qui a été visé par rapport à cette attaque, et nous pensons que les jours à venir, nous allons connaître la vraie information, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est de comprendre davantage pourquoi est-ce qu'une telle situation puisse se produire dans cette zone du Nord qui, du reste, en tout cas, est de mieux en mieux suivie, non seulement par le Burkina, par le Niger, par le Mali, dont la force conjointe va de plus en plus être très active vers cette zone. Kaboré, faites-vous également un lien entre cette attaque et la visite en Russie du président Ibé, du moins du capitaine Ibé, comme on a souvent l'habitude de l'appeler affectueusement, et les déclarations dans la foulée de Michael Langley, le commandant du détachement américain pour l'Afrique, l'Africom, à l'image de ce que Nabaloum vient d'affirmer au regard de tous ces éléments contextuels? Oui, aujourd'hui déjà, il faut dire que nous sommes déjà tous au courant que la tête de Ibrahim Traoré est mise à prix, voilà, surtout par l'ONU et toutes ses ramifications. Voilà. Aujourd'hui, les barbares qui ont attaqué le Burkina ne l'ont pas fait parce qu'ils veulent le faire, mais ils l'ont fait sous l'ordre de leur maître. Une manière pour eux de décourager le président du Faso ou de décourager la population burkinabé pour leur dire, bon, votre président dit qu'il va changer de partenaire et nous laisser. Nous allons voir si ce partenaire peut assurer votre sécurité. Voilà. Vu que déjà le déplacement du président du Faso, les autorités du Kremlin ont pris toutes les mesures, voilà, pour qu'ils puissent se déplacer dans de très bonnes conditions et avec toute la sécurité qui y a avec, chose qui a choqué le monde entier. Donc, on a cherché par tout prix à planifier toutes sortes de plans. Et le plan de l'attaque de Djibo s'inscrit dans ce sens-là. Voilà. Et aujourd'hui, nous disons bravo à nos forces de défense et de sécurité qui, malgré le nombre de ces barbares qui sont arrivés, ils ont pu les contenir, ils ont pu les repousser pendant que nous sommes en train de tracer ces lignes. Voilà, les ratissages continuent sur le terrain. Aujourd'hui, il faut aller sans doute se dire que ce combat-là, il n'est pas un combat pour finir demain ou pour finir après-demain. Parce que ce n'est pas une affaire de terrorisme, mais c'est une affaire de on veut votre territoire pour pouvoir exploiter vos ressources que vous avez. Et quand vous regardez un peu dans la zone de Djibo, alors dans la province, il y avait au moins 5 camps, plus le camp de Djibo. Aujourd'hui, où nous parlons, pour un peu
question de stratégie, peut-être de l'armée, on a refait replier tous les camps. Et déjà, il y avait un camp à Baraboulé, voilà, qui est un peu à l'ouest de la province. Voilà. Il y avait un camp également de Togomaël à l'est, voilà, qu'on a levé le camp. Il y avait un camp, le camp de Nasumo également au nord, voilà, qui a été levé pour des replis tactiques. Il y avait Inaka et il y avait le camp de Kutuku. Voilà. Donc tous ces camps-là ne sont plus en place. Il reste maintenant le camp de Djibo. Voilà. Et aujourd'hui, il faut dire que dans leur organisation, ils se sont regroupés dans cette zone-là. Donc il faudrait que nos autorités puissent couvrir l'œil et le bon. Aujourd'hui, par rapport à tous nos camarades qui sont sur le terrain, les informations qui nous parviennent, c'est qu'il faut vraiment un regard crucial de nos autorités sur voilà, cette région-là, parce que on ne peut pas comprendre qu'avec le service de renseignement, on puisse quand même avoir la capacité, avec tout le matériel qu'on a, avec tout le logiciel qu'on a, oui, que quelqu'un puisse encore se regrouper à un nombre important et pouvoir venir vraiment attaquer une ville comme Djibo. Nabaloum parlait tout à l'heure, Kaboré, de complicité interne. Est-ce que vous me recevez, monsieur Kaboré? Nabaloum parlait de complicités internes. C'est également une piste qu'il ne faudrait pas écarter. Parce que d'habitude, on a souvent l'habitude de dire que les groupes terroristes viennent des pays voisins, mais quand on regarde la carte, je pense qu'on aura l'occasion de l'afficher, là, on n'a pas d'argument pour accuser un pays voisin dans cette attaque terroriste en question. Du coup, on met beaucoup plus en avant la piste des complicités internes pour essayer justement de comprendre, ou du moins d'expliquer ce que vous dites. Oui, pour la complicité interne, personne ne peut nier ce fait-là, parce qu'aujourd'hui, la transition vient dans un contexte où ce sont des politiciens qui sont partis. Et aujourd'hui, avec tout le travail qui est en train de se faire sur le terrain, et ces gens-là ne veulent pas des résultats meilleurs que les résultats qu'eux engageaient. En 2 ans déjà, on est arrivé à faire ce que les gens n'ont pas fait en 27 ans. Alors, en 2 ans, on a fait ce que le pouvoir du président Roch-Marc Christian Kabore n'a pas fait. Et tous ces gens-là ont des gens qui sont aujourd'hui à l'extérieur. Aujourd'hui, il y avait des ministres du pouvoir de Roch-Marc Christian Kabore qui se sont affichés officiellement, qui communiquent au nom de ces barbares-là. Voilà. On peut citer le président de la CNI, Newton Ahmed Bari. On peut également citer le journaliste Abdoulaye Bari, voilà, qui sont des vrais communicants de ces terreaux. Donc aujourd'hui, la complicité interne, personne ne le nie. Même au sein de la population, il y a des complices au sein de la population qui rend encore cette guerre plus difficile. Mais mentalement, nous sommes préparés depuis longtemps. Nous savons que ça ne sera pas une guerre gagnée d'avance, mais la victoire est certaine que la victoire sera de notre côté. Quel que soit le temps que ça va prendre, nous allons arriver tôt ou tard à libérer notre pays et à libérer le continent africain. Et je pense que c'est le plus important pour nous. Merci à vous, Youssouf Kaboré. On ne peut pas d'entrée s'avancer sur un bilan. Ailleurs, vous verrez certains médias donner un bilan. Pour nous, on reste campé sur la position officielle du gouvernement burkinabé et c'est en fonction du bilan qu'elle nous donnera qu'on aura justement tous les éléments, je vais dire quoi, tous les éléments nécessaires pour communiquer justement autour de cette attaque. Mais on interroge surtout le timing de l'attaque en question. Nous avons été rejoints par Omar Amadou Issoufou. Vous êtes au Niger, Omar. C'est un plaisir de vous avoir ce soir sur le plateau du Point sur l'actualité. Bonsoir à vous, Omar. Alors, que recherchent ces groupes armés terroristes dans un tel contexte, Omar, celui de l'annonce du renforcement des relations de coopération entre Moscou et Ouagadougou, mais surtout la création d'une force conjointe russo-burkinabé? Est-ce qu'il est avec nous, Omar? À la réalisation, avons-nous le retour d'Omar? Difficile. Alors Omar, nous vous recevons difficilement, Omar.
la connexion n'est pas, ou du moins, la liaison n'est pas parfaite, n'est pas impeccable, difficile de vous suivre, ou du moins de vous écouter. Nous allons afficher les codes d'accès, nous irons au standard juste après votre intervention, Nabaloum. Vous avez établi un lien d'entrée avec les déclarations récentes d'ailleurs de Michael Langley Nabaloum, on le rappelle, qui a accusé le capitaine Ibrahim Traoré d'utiliser toutes les ressources naturelles du Burkina Faso pour son intérêt personnel. Mais dans le fond, qu'est-ce qui peut bien être recherché aujourd'hui, Nabaloum, quand on annonce également dans la foulée le renforcement des relations de coopération avec la partie russe, mais surtout la création de la mutualisation des forces, du moins la création d'une force conjointe russo-burkinabé? Il faut dire que, effectivement, la politique actuelle des autorités burkinabées de mettre fin au terrorisme et surtout cette volonté de vraiment institutionnaliser et rendre réelle l'AES crée beaucoup de jalousie, crée beaucoup de tensions, non seulement au plan interne et aussi au plan, je vais dire, sous-régional et au plan international. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que le président Traoré a été victime d'une telle situation. On se rappelle aussi, lorsqu'il était en Russie pour la première fois, il y a eu un incident qui a été créé au plan national et il a fallu que le président puisse venir se prononcer sur cette situation. Cette situation qui avait été créée en son temps était une situation interne dont, en tout cas, nous, on l'a qualifié comme quoi c'était des complicités tendant en tout cas, à saboter les actions, à saboter cette vision, à saboter cette volonté de pouvoir vraiment organiser la lutte contre le terrorisme et vraiment relancer le Burkina Faso sous cette vision de souveraineté, sous cette vision d'indépendance et surtout sous cette vision de fédération qui nous pensons qu'il faille aller maintenant à la confédération. Aujourd'hui, avec la communication tenue par le général américain, montre vraiment qu'il y a une volonté internationale impérialiste de vraiment faire saboter non seulement les actions fortes que le Burkina Faso mène, que le Niger mène, que le Mali mène. Donc ici, il y a le Burkina, notamment à travers la personne d'Ibrahim Traoré, qui, sa forte influence actuelle au plan international dérange beaucoup le monde impérialiste parce que les contributions énormes en termes de conscientisation, en termes d'éveil, en termes de motivation, d'autodétermination de toute la classe noire dans le monde, vraiment dérange tout ce monde impérialiste. Donc aujourd'hui, il est vu comme celui-là qui, en tout cas, permet aux Africains de pouvoir s'affirmer de plus en plus. Donc, je pense que c'est l'un des éléments qui a favorisé son déplacement en Russie avec tout l'armada ou tout le cortège de sécurité qui a été organisé en son honneur et en sa faveur. Donc, cette volonté de mettre une force conjointe, d'abord, c'est pour lutter contre le terrorisme et aussi pour renforcer nos armées parce qu'aujourd'hui, la géopolitique mondiale a montré à travers l'Ukraine que dans ce monde, plus tu es fort, plus tu es respecté. Si tu es faible, Macron l'a dit, ils ne vont pas être des herbivores, ils vont être des omnivores. Donc, dans cette vision, je pense que c'est normal que le président Traoré travaille davantage aussi à rendre son pays fort, travaille aussi à rendre fort l'AES, travaille à rendre fort l'Africain, parce que aujourd'hui, avec le multipolarisme et avec ce basculement, je vais dire, international, géopolitique, en tout cas, donne des repositionnements qu'il faille défendre et on ne peut le défendre que si on est fort, surtout militairement. Et c'est dans cette action qu'il faut saluer l'initiative de l'AES de disposer d'une force conjointe. Il faut saluer cette initiative de créer même l'AES en tant que confédération et de le renforcer davantage parce que ce sont ces voix aussi insignifiantes qu'elles sont,
mais d'impact très fort qui vont permettre effectivement à tous ces pays africains, à toutes ces populations africaines opprimées à travers le monde de pouvoir s'affirmer. Donc cette attaque lâche et barbare qui semble donner de l'effet, au contraire pour nous, c'est un signal fort que nous sommes sur la bonne voie. Et c'est comme ça qu'il faut soutenir les autorités parce qu'ils ont pris cette voie qui permet d'organiser la lutte et de mieux la contenir, mais surtout d'organiser le développement, surtout d'organiser la libération, la lutte pour la souveraineté des peuples noirs à travers le monde. Donc, cette action, je la comprends très bien, le fait que le gouvernement ne communique pas pour avoir les bonnes informations. Sur les complicités, M. Kaboré a tantôt cité des complicités qui sont des gens qui sont dehors, mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'au sein même des armées, au sein des forces combattantes, il y a parfois des brebis galeuses et le président du Faso, à certains moments, n'a pas manqué de le souligner, n'a pas manqué de donner le ton fort. On se rappelle, il y a juste quelques mois, il y a des arrestations qui ont été faites des hauts gradés de l'armée. Donc, c'est tous ces questionnements-là qu'il faut examiner avec soin, avec précision pour comprendre pourquoi est-ce que une telle attaque peut être réalisée et dans un temps bien donné pour être sûr que effectivement on comprend ce qui s'est passé et voilà comment est-ce que nous pouvons orienter pour davantage contenir une telle situation ou en tout cas venir à bout. On se rappelle aussi qu'il y a les annonces qui ont été faites à travers les ministres des Affaires, les ministres des Défenses qui étaient à Moscou ont communiqué sur cette volonté, effectivement, de mettre fin au terrorisme. Donc, quand les premiers responsables des défenses et de sécurité donnent le temps et que par derrière, effectivement, on a ces actions qui sont isolées, on se dit véritablement qu'il faut soutenir nos forces de défense et de sécurité, il faut soutenir nos dirigeants dans leur vision parce qu'aujourd'hui, ils en ont besoin, nous en avons besoin. Le chemin qu'ils ont pris, c'est véritablement pour permettre, pour favoriser, en tout cas, la maîtrise de ce terrorisme et nous permettre de sortir de cette domination parce que c'est la seule manière, en tout cas, une possibilité qui est ouverte dont aujourd'hui, les populations doivent prendre conscience que cette opportunité qui est offerte, elle est à saisir parce que l'histoire a montré des échecs et nous devons en tirer grandement les échecs liés à cette domination pour enfin poser les bases d'une nouvelle Afrique, les bases d'une Afrique dominante, les bases d'une Afrique qui s'impose à travers le monde, les bases d'une Afrique indépendante, les bases d'une Afrique souveraine. Les principaux enseignements qu'il faudrait tirer de cette attaque terroriste nécessite-t-elle, le contexte nécessite-t-il une réorganisation tactique sur le terrain, partant justement de la situation géographique même de la ville de Djibo, ce que vous avez aperçu d'ailleurs sur la carte. Nous aurons l'occasion d'en parler avec vous dans quelques instants, patient parfum d'homme. Nous allons tout d'abord prendre les téléspectateurs, du moins quelques réactions, avec un premier appelant la soirée, Monsieur Kofi. Bonsoir à vous. Bonsoir, M. Nguélé. Bonsoir, Standard. Bonsoir, technicien. Je salue les invités. Je salue aussi le grand frère Parfum d'homme. Parfum d'homme, vraiment, soit salué. M. Nguélé, le projet américain, moi, je suis d'accord. Si les Américains veulent qu'ils récupèrent tous les Blancs qui sont en Afrique du Sud, nous, les Africains ne sont pas perdants. Est-ce que c'est le cerveau qui manque aux Africains? Le cerveau ne manque pas aux Africains. Si Trump veut qu'il récupère les Blancs immigrés en Afrique du Sud et qu'il les amène aux États-Unis, nous, on s'en fout de ça. On a des cerveaux. Tout, je te dis, le plus gradé de l'armée américaine, c'est un Africain, c'est un Noir. Donc, les Africains aussi peuvent récupérer tous les cerveaux qui sont éparpillés dans le monde, qui sont les Africains, qui ont la peau noire, qui ont des filiations avec l'Afrique. Ils peuvent retourner en Afrique, récupérer et créer l'industrie
et inventer les choses, et puis qui sont perdants. Aujourd'hui, si Dieu extrait l'Afrique au niveau de la terre, tout le monde va tomber en faillite. L'Europe, les Américains, peut-être c'est la Russie, peut-être que c'est la Russie et l'Asie qui ne vont pas tomber en faillite. Sinon, tous les Européens, si l'Afrique n'est plus là, les États-Unis et l'Europe vont tomber en faillite. Donc, le projet des Américains, là, nous, on s'en fout de ça. Qui vient prendre ces Sud-Africains pour gratter la partie ce jeu, nous, on s'en fout. Monsieur Guéné, quand j'ai fini de dire ça, vous parlez de la géographie, de l'endroit où au Burkina tu as été attaqué, mais l'argent quitte où? C'est le financement, sinon que je sais bien que les terroristes sont formés dans mon pays pour attaquer le Burkina, et ils sont formés au Bénin, au Nigeria pour attaquer le Niger. Quant à le Mali, c'est l'Algérie. L'argent est quitté où? L'argent quitte où? Le financement des terroristes, là, ça quitte où? Moi, je ne comprends pas les pays de l'AIS, là, fermer ces ambassades européennes, là. Quand il n'aura plus de l'argent, tu vas circuler, il n'aura plus de terroristes. C'est aussi une solution. La solution, là, c'est de couper le pont avec l'Occident. C'est de couper le pont avec l'Occident. Il n'y a plus de financement, il n'y a plus d'ambassade, il n'y a plus d'école française au Burkina, ni au Mali, ni au Niger. Il n'y aura plus de terroristes. Et maintenant, soit tu joues aux complices là, mais que l'armée burkinabé envoie ses propres soldats, c'est comme on appelle le service de renseignement, aller cultiver dans les plantations des villageois dans ces localités-là. D'ici 3-4 mois, mais ceux qui sont complices, on va tous les attraper. Il faut envoyer le service de renseignement, aller faire du manœuvrage là-bas. Ils vont aller chercher ou peut-être cultiver, et dans quelques mois, tous ceux qui ont été complices là, on va les récupérer et puis on va faire ce qu'on veut. Monsieur Nguédé, je soutiens le peuple burkinabé. Je l'ai dit, Yako, nous combattons avec eux. Je vous assure que, monsieur Nguédé, aujourd'hui, dans toutes les graines de mon pays, ici en Côte d'Ivoire, dans toutes les graines, c'est les nordistes qui font le grain, hein. Mais aujourd'hui, là, ils sont en joie parce que les terroristes ont attaqué le Burkina Faso. Depuis, ils sont en joie dans toutes les grains. Le critique est fait, le Burkina n'a pas dit qu'il peut s'en sortir lui seul. Pourquoi ils ne se soumettent pas à Ouattara? Donc, tout dans les grains, ils sont en joie en faisant des commentaires vraiment pas possibles. Mais bon, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, que Dieu nous protège, nous tous, ce qui arrive à la case de l'autre peut arriver à la case de l'autre. Papa Ndom soit salué. Monsieur Nguédé, soyez salué. Je salue le Standard et les techniciens, c'est Monsieur Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Kofi. Nous allons prendre un autre appelant. Monsieur Ibrahim, depuis le Burkina Faso. Bonsoir à vous. Caméraman, bonsoir à tous les Camerounais. C'est Ibrahim de Ouagadougou, Burkina Faso. Ici, nous, on entend d'abord la communication des autorités, parce qu'il n'y a rien d'abord. À Ouagadougou, ici, on ne sent rien. On n'a rien senti à Ouagadougou, mais on entend les réseaux sociaux qu'on voit tout. Mais à Ouagadougou, même, on ne sent rien. C'est un paquet à quelque chose d'abord. On entend les autorités ici, 20h, qui vont communiquer. Là, on peut savoir s'il y a quelque chose qui est passé à Dori, vraiment. Parce que les réseaux sociaux, c'est quand on voit les réseaux sociaux, l'image qu'on voit, moi-même, je ne crois pas à cette image d'abord. Il faut les autorités faire communication à partir de 20h, là, pour nous informer s'il y a vraiment quelque chose qui est passé à Djibo, ou bien il n'y a rien qui est passé, quelque chose qui est passé là, on peut savoir. Mais je soutiens les autorités, ils n'ont qu'à s'armer, ils n'ont qu'à se préparer, et ils n'ont qu'à toujours conseiller les populations de rester vigilants. Ils n'ont qu'à mettre une enquête aussi, au milieu, si c'est vrai, si l'attaque est vraie, ils n'ont qu'à envoyer une enquête. Où ils sont passés pour rentrer là. Les derniers villages qui sont passés pour rentrer là, ils n'ont qu'à faire enquête pour trouver ces villages-là. Ils n'ont qu'à envoyer aussi les services secrets dans tous les champs des territoires burkinabés pour collaborer avec le cultivateur, pour savoir comment il fait. On peut envoyer ces groupes-là pour taquiner Kazen. Mais ça dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on entend les autorités, les versions d'abord. Sinon, moi, je ne crois pas 100%. Et si c'est vrai aussi, il n'ont qu'à envoyer une enquête profonde au niveau des populations, des divos et au niveau des cultivateurs pour savoir
comment il se groupe, comment il fait pour venir un à un, pour se grouper jusqu'à peut-être 40, 50, 100 pour venir taquer une caserne comme ça. Vraiment, je ne crois. Vraiment, ce n'est pas facile. Mais au niveau de l'Afrique du Sud, si les Américains viennent venir ramasser tous les Blancs pour quitter l'Afrique du Sud, ça, ce n'est pas notre problème. Ils n'ont qu'à ramasser tout pour quitter l'Afrique du Sud. Non, on sera fiers de ça même. Merci beaucoup et bonne soirée. Monsieur Ibrahim, depuis le Burkina Faso, Zerfel est sur Skype. Bonsoir à vous, Zerfel. Ok, bonsoir Nguédé, bonsoir Parfum d'Homme, bonsoir tous les techniciens. Et je salue la diva et puis Madone, sans oublier personne là-bas. Voilà, parce que je vais commencer par l'Amérique. Voyez-vous, ce que les Blancs, ils ont une mentalité, ils pensent que l'homme noir, il sera toujours à leur détriment pour qu'on va toujours abaisser la culotte devant eux. Non, le temps d'abaisser la culotte est déjà passé. Parce que ce qu'on a vécu pendant des siècles ou des années, aujourd'hui, c'est Dieu qui est en train d'ouvrir les portes des Africains. Parce que qui savait aujourd'hui que 50 personnes avaient quitté l'Afrique du Sud pour aller dans leur pays là-bas? Parce qu'ils viennent des États-Unis. Mais ça, 50 personnes là, ça fait des hectares de terre qu'ils ont libérés. Moi, je suis content pour ça. Parce que moi, je demande encore qu'il y ait plus des centaines de Blancs qui aillent aux États-Unis. Parce qu'il y a tout, le pays est trop large. Donc, il peut aller là-bas pour cultiver aussi. Parce qu'en ce moment-là, bon, c'est pas, on dit quand tu laisses, il y a quelqu'un qui prend. Aujourd'hui, s'ils vont là, 50 personnes là, il y a des gens déjà même qui sont prêts même pour venir cultiver la terre, ou comment dire, pour faire quelque chose là-bas, c'est pas pour cultiver, pour travailler. Donc, moi, 50 personnes là, ça fait des hectares de terre libérées. Moi, je suis content pour ceux qui vivent dans ces régions en Afrique du Sud. Mais pour parler maintenant du Burkina, parce que ce qui se passe au Burkina, c'est un peu ambigu parce que jusqu'à présent, moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un est en train de lutter pour tout le monde et il y a des gens qui sont mécontents, qui cherchent à toujours déstabiliser, ou déconstruire ce que l'autre est en train de construire. Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous voulez être sous la domination de l'homme blanc, être esclave de l'homme blanc, et que vos enfants seront toujours des esclaves? Mais soyons sérieux. Si le monsieur aujourd'hui est en train de tout ce qu'il est en train de voyager, aller de gauche à droite pour chercher des moyens pour venir développer votre pays, soyez fiers de ça. Vous attaquez la caserne pour tuer des gens. Mais quand ces gens-là, ils vont quitter là-bas, là, vos parents qui sont là-bas, est-ce qu'ils peuvent vivre correctement? C'est pour aller rentrer en brousse là-bas pour manger des racines. Donc moi, tous ceux qui sont à l'intérieur de ces casernes qui font ces coups, ou ceux qui sont complices avec ces djihadistes, bon, il faut que les gens les démasquent pour que vraiment ce genre de truc, ça s'arrête. Parce que on couille, ça découle de l'autre côté, on ne comprend pas. À quel moment le monsieur est en train de chercher pour développer le pays. Qu'est-ce qui est mauvais dans ça, là, l'homme noir? Excusez-moi, je suis noir aussi, mais réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu pour qu'on soit sur le même pied d'égalité que les Blancs. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Mais parce que c'est la médiocrité et la méchanceté de l'homme noir qui fait toujours que ces choses-là arrivent de gauche à droite. Mais ce qui est là, vous qui cherchez à faire ce genre de truc, c'est vous qui allez périr. Parce que les gars ne vont pas vous faire de cadeaux. Ça, moi, je ne pense pas qu'ils vont vous faire des cadeaux gratuitement. C'est que vous allez périr. Celui qui ne cesse pas de rentrer dans la République, qui veut vivre hors de la République, c'est son droit. Mais il n'a qu'à se mettre en idée qu'il ne va pas vivre longtemps aussi. Ça, c'est la moindre des choses. Merci. Je m'arrête là. Merci à vous. Zerfel, Monsieur Mateke, depuis Yaoundé, vous nous rejoignez également à l'instant. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup pour Média. Vraiment, ça fait 3 jours que cet aspect d'Ebola. Bonsoir. Ça fait 3 jours que les terroristes impérialistes, la France a attaqué les Burkinabés.
Ils se vantent très gravement, ce qui prouve qu'ils sont les terroristes. Parce que la mort d'un être humain, c'est le sacrifice suprême. Ce n'est pas un problème de terroristes, c'est un problème de la France-Afrique, des Américains qui ont dit que Traoré veut montrer qu'il est fort et ils vont faire ça. Mais qu'ils sachent bien qu'ils le feront, il y aura une fin à tout. Je supplie l'AES de vraiment former une équipe pour protéger tous les pays de l'AES et même toute l'Afrique. Ça me fait mal. C'est depuis le 11 que je suis au courant de ça parce que je suis beaucoup de médias et je mets beaucoup de connexions pour suivre ce qui se passe surtout dans le monde. C'est la France. Nous n'avons qu'un seul ennemi, la France. C'est le terroriste suprême. C'est la France. Alors, prions beaucoup Dieu pour qu'un jour la France, les dirigeants français, la France prennent feu. Parce que tant que la France existe, elle croira toujours que nous sommes son précaré et que nous devons mourir esclaves. Merci beaucoup For You Media. Continuez la sensibilisation. Ne nous lassons pas. Faisons le mieux possible pour informer les citoyens que nous n'avons qu'un seul ennemi, la France. Merci, bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée. Même si nous combattons beaucoup plus un système, c'est le système en place que nous combattons. Merci à vous, M. Bateke. Eric, vous nous rejoignez également. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Nguene. Et je salue M. Pafendom et je remercie tout ce que vous faites. Moi, ma question, je vais poser cette question à M. Pafendom, il est le douanier. Comment se fait-il? Mais c'est triste. C'est triste. J'ai regardé un peu sur la carte. Et le Djibo, je crois que c'est à l'intérieur du Burkina, c'est à l'intérieur, je crois qu'il doit avoir, je ne sais pas, vers le Mali. Je ne sais pas comment. Il n'y a pas d'autres pays. C'est dans l'AES. Et comment se fait-il qu'il y a des gens qui ont pu faire ces attaques? Et moi, ce que je déplore, je veux demander à M. Pafendom, comment se fait-il que nous sommes sur un continent avec 54 pays, qu'aucun dirigeant, les dirigeants africains ne réagissent pas? Nous sommes sur le même continent. Moi, justement, quoi qu'en soit, les pays de l'Afrique du Nord ne réagissent pas, mais les autres pays qui sont de l'Afrique subsaharienne, pourquoi ils ne réagissent pas? Moi, je ne sais pas, j'aimerais comprendre, M. Pafendom, pourquoi ils ne réagissent pas? Mais parce qu'en fin de compte, ce sont nos populations qui meurent. Regardez les efforts que l'AES est en train de faire. À un moment donné, nous sommes des hommes. À un moment donné, ils seront fatigués, mais le système, ce qu'ils sont en train de faire, ils veulent qu'à un moment donné, qu'on abandonne. Et on ne peut pas être là en train de parler chaque fois de l'impérialisme. Moi, je me dis, à un moment donné, nos dirigeants, je crois qu'ils sont des pères de famille aussi, ou ils sont des grands-pères. Mais qu'est-ce qu'ils en pensent? Moi, je me demande qu'est-ce qu'ils font les 54 pays du continent, M. Pafendom. Pourquoi ils ne réagissent pas? Moi, je me rappelle, lorsqu'il y avait une attaque ici en France, du Bataclan, moi, j'étais étonné de voir des dirigeants africains. Tous les dirigeants noirs africains étaient arrivés en France ici, M. Pafendom. Mais il y a des attaques sur notre continent. Je n'écoute aucun président africain, aucun dirigeant africain. Moi, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Et ce sont nos enfants qu'on tue facilement. Et ce que je comprends, c'est pour détruire la race noire. Moi, je dis toujours, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on se développe. Ils ne veulent pas. Mais franchement, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Et moi, je voulais savoir pourquoi cette passivité de nos dirigeants, pourquoi cette passivité? Ils font comme s'ils n'ont pas des enfants. Ils font comme s'ils ne sont pas des grands-pères. Moi, ça m'étonne. Merci et à plus. Et bonne soirée. Eric, de l'émotion
dans votre intervention. Merci à vous, Eric. On comprend, compte tenu justement du contexte, vous vous interrogez sur le silence de tous les autres dirigeants africains face justement à tout ce qui se passe. Merci à vous, Eric. Je pense que le doyen Patient Parfendom reviendra également sur certaines de vos préoccupations. Nous restons au standard selon les indications de la réalisation pour prendre notre téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir et bienvenue. Bonjour, monsieur Guéné. Voilà. Bonjour. Que Dieu bénisse. On ne s'adresse pas. C'est ça la guerre. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas une faiblesse. Même la Russie a été attaquée. Et les Américains peuvent être aussi attaqués. Tout pays peut être aussi attaqué. Donc, ces attaques que nous voyons de Djibo récemment, c'est pour venger, c'est pour montrer que malgré ce que nous faisons, ils sont là. Le terrain leur est fertile. Nos dirigeants, les dirigeants que vous voyez, la question que mon frère vient de poser, ça étonne dans la mesure où nous ne connaissons pas nos dirigeants. Quand on est dans la franc-maçonnerie, le maître suprême de l'ose, c'est les Occidentaux. C'est un occidental. C'est lui qui dit, vous allez faire, ouais, ce petit Macron qui dit, je vais convoquer les chefs d'État maintenant, ils vont venir. Vous voyez, c'est de la blague. C'est dans la spiritualité, parce que l'homme que nous sommes, nous avons la spiritualité aussi que nous développons. Mais si nous la développons mal, c'est là où ça nous conduit. Et pourtant, nous disons que nous avons la spiritualité africaine. Mais où en sommes-nous pour ça? Et nous sommes toujours minables devant devant cela. Le terrain leur est fertile. C'est pour cela que le Bénin est là, le Togo est là. Pour le Togo, vous voyez que le Togo, non, ça. Mais mes frères, le Togo est plus dangereux que le Bénin. Le Togo est plus dangereux que le Bénin parce que on ignore ce que le Togo est. Le Togo est conduit, dirigé par la France. Le Togo est un terrain d'expérimentation. Thomas Sankara, la mort, vient du Togo et de la Côte d'Ivoire. Il y a tant de choses que vous ne connaissez pas, mais que Dieu connaît. Mais ça va s'exposer. Alors, tout cela est autour de nous. La Côte d'Ivoire héberge l'OTAN. Le Bénin héberge l'OTAN. On vient au Bénin, on dit, bon, les Américains, ces impérialistes disent que oui, on va vous construire des laboratoires, et ça qu'on sort, on va vous aider. C'est juste pour ça. Mais nous allons les avaler. Monsieur Nguéné, retenez ceci. Nous allons les avaler. Nous allons les contenir. Comme nous les contenons jusqu'à aujourd'hui, parce que leur plan, c'est de nous décimer sur la terre. Le plan de cette démon, c'est de décimer le noir sur la terre. Et pourtant, nous résistons, nous sommes encore là aujourd'hui. On n'a pas peur. Nous n'avons pas peur de ce qu'ils font. Bientôt, les enfants perdus vont périmer, peu importe. On s'en fout, hein. Vous pouvez être de même père, même mère. Vous ne voyez pas au Cameroun, là où on fête la victoire de 80, et ça en Russie, d'autres sont partis en chose là. C'est ça. Parce que leur maître leur dit, c'est ce que vous allez faire. Ils obéissent. Peu importe ce que vous faites. Vous pouvez être des docteurs ou doctorats, peu importe. Mais c'est ça le mal, c'est ça satanisme, c'est ça Satan. Travaillons sur la spiritualité africaine. Vous marchez dans le feu. Et allez, travaillez avec ça. C'est avec ça que vous allez les vaincre. C'est eux qui sont vos suprêmes. Lucifer, la sorcellerie à haut niveau. Ils boivent le sang humain. Ils ne s'en cassent plus aujourd'hui. Un homme va avec un homme. Un petit garçon va épouser un vieux. Peu importe. Voilà. Mais n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. La guerre, c'est ça. L'attaque de Djibo, c'est ça. Ça va venir, mais nous allons les rattraper. Nous allons les contenir.
Nous sommes en guerre. Que Dieu vous bénisse. Courage à nous, courage à vous. Bye. Merci à vous, Jean Sakponou Delano. Monsieur Delano, vous êtes également avec nous depuis les États-Unis. Bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Nguéné. Bonsoir à tous vos invités et à toute votre équipe. Monsieur Nguéné, je n'ai pas eu l'occasion d'écouter votre émission depuis le début, mais je tenais à revenir sur quelques points. Il y a le mot raciste que j'envoie, il y a le mot raciste que je comprends, qui refait surface presque à tout moment dès qu'il y a un truc qui se passe là. J'aimerais tout simplement, M. Nguéné, rappeler à tous vos téléspectateurs que le peuple noir n'est pas opprimé sur la terre parce qu'il est noir. C'est juste parce qu'il est faible. Ça n'a rien à voir avec la couleur de sa peau. C'est juste parce qu'il est faible. C'est pour ça qu'il est opprimé partout. Monsieur Nguéné, je vais dire quelque chose que j'ai eu à dire sur votre émission, sur votre chaîne, il y a de cela peut-être 2 semaines. Monsieur Nguéné, dites-moi quand est-ce que vous avez entendu qu'on a lynché un Chinois quelque part, ou un Russe, ou encore un Indien, ou un Américain même. Mais c'est parce que ceux-là, ils ont une base arrière, M. Nguéné. Si vous lynchez un Russe, vous aurez des comptes à rendre à la Fédération de Russie. Mais quand on lynche un Noir, qui va demander des comptes? Le Cameroun, le Gambie ou bien la Guinée équatoriale? Personne. Les Noirs sont dispersés et faibles. Dans ce cas, eux, ils deviennent ce qu'on appelle au Cameroun le mougou de tout le monde. Ça ne sert à rien de chanter tout le temps qu'ils nous détestent, Non, eux, ils veulent l'Afrique sans les Africains parce que les Africains sont faibles, pas parce qu'ils détestent les Africains parce qu'ils sont noirs, non. Les Africains ont des ressources qui sont vitaux pour eux. Et ils ont trouvé qu'ils ont la capacité de les prendre sans toutefois les acheter aux Africains. C'est ça qu'ils font. Ils le prennent tout juste. Ce n'est pas une question de ils aiment les Noirs. Non, ça, ce n'est pas la question. C'est un rapport de force, tout simplement. Ils sont forts que les Noirs. Alors, ils se sont permis d'aller les opprimer et prendre ce qu'ils veulent de force. C'est ça dont il s'agit. Et par rapport au Burkina Faso, ça ne doit pas être un étonnement qu'il y a des attaques chaque jour. L'étonnement doit être qu'il n'y a pas eu d'attaque. La France lutte pour sa suivi, M. Nguéné. Elle ne va pas lâcher comme ça. C'est à nous de comprendre qu'il faut que nous nous unissons et que nous nous donnons des moyens, les moyens de feu de combattre ces gens-là. Si on passe notre temps à dire qu'ils nous détestent parce qu'ils sont noirs, on va disparaître un jour. Regardez la Palestine. Aucune puissance dans le monde n'a pu stopper Israël. Elle ne fait que massacrer en Palestine. Qui a parlé? Pourquoi? Parce qu'elle a les États-Unis derrière elle. Même la Russie, même la Chine n'a pu rien faire. Donc, sortons dans ce langage-là qu'ils nous détestent, ils n'aiment pas les Noirs. Non. C'est juste un rapport de force. Si vous devenez fort, on jouera maintenant carte sur table. Monsieur Nguéné, merci d'avoir pris mon appel. C'était ça mon intervention. C'est donc que vous remercions, Monsieur Delano. Nous allons fermer le standard avec vous, Monsieur Bois, depuis Bamako, au Mali. Bonsoir. Allô, Forum Média. Bonsoir à vous, Monsieur Bois. Bienvenue à vous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, vous allez bien? Oui, nous allons super bien. Merci. Monsieur Nguéné, je vous remercie du Forum Média. Grâce à vous, vous avez ouvert les yeux des Africains. Allô? Oui, allez-y, nous vous écoutons, Monsieur Bois. Alors, est-il toujours avec nous à la réalisation? Sud-Africains. En ce qui concerne les Sud-Africains, je m'en prends à nous-mêmes Africains. Parce que après l'apartheid, on devait chasser tous ces blancs-là. C'est ce qu'il fallait faire. Ils ne sont pas chez eux. En ce qui concerne le Burkina Faso,
il fallait s'attendre un peu à ça. Mais ça viendra. Ça, ce n'est pas un problème. Nous sommes en guerre, comme a dit tout de suite l'intervenant. Nous sommes en guerre. Et on a dit sur votre antenne que le capitaine Traoré n'est pas parti au nom de l'AES. C'est une aberration. Et le Burkina fait partie de l'AES déjà. Donc même s'il part du Burkina, c'est comme s'il a parlé de l'AES. J'ai dit l'autre jour que nous préférons la France à l'Algérie. Ce n'est pas pour rien. Parce que comment l'Algérie, le Mali a tout fait pour l'Algérie. Comment l'Algérie peut abattre un trône malien? Monsieur, on ne peut pas comprendre. Vive le docteur Yandiba, vive monsieur Parvendom, vive monsieur Sango. Et vraiment, que Dieu vous bénisse. Vraiment, vous êtes le sauveur de l'Afrique. Merci, monsieur Ndene. Merci. Merci pour tout. Bon courage. C'est nous que vous disons merci, M. Bois, depuis Bamako, au Mali. Alors, certainement sortir de l'émission avec vous, patient Parfendom, aux côtés de tous les autres. Déjà sur les préoccupations, justement, de certains téléspectateurs. Eric, en particulier, qui parlait de Djibo, de la localité, qui ne comprenait pas comment cela a bien pu être possible, alors que nous avons à côté le Mali, nous avons le Niger. Ces trois pays qui mènent déjà des opérations conjointes, patient Parfendom, quels sont les principaux enseignements qu'il faut tirer de cette attaque terroriste? Ça, c'est le premier volet de la question. Deuxième volet, le contexte nécessite-t-il aujourd'hui une réorganisation du dispositif sécuritaire qui est renforcé justement par la Fédération de Russie au niveau de la zone dite des trois frontières? Écoutez, je commence d'abord par adresser mes sincères condoléances aux familles des forces de défense et de sécurité burkinabées qui ont perdu certainement un de leurs, ou bien aux civils qui ont été martyrisés par cette horde de barbares. C'est très difficile d'apprendre la disparition d'un être cher dans ces circonstances où le Burkina Faso et l'Afrique en général se battent pour reconquérir sa souveraineté. La première remarque qui est frappante que nous devons faire pour que nous ne continuions plus à ne pas voir la vérité, à essayer de nous défausser souvent du point de vue de notre analyse, nos responsabilités sur des tiers, c'est que c'est un problème qui trouve sa source sur le plan endogène. Je vous rappelle que quand M. Blaise Compaoré était le dirigeant de Burkina Faso, il était considéré comme le négociateur interplanétaire et avait des liens très très affinés avec l'ensemble de ces groupes terroristes. Donc certains dirigeants avaient élu Ouaga comme leur base, n'est-ce pas, stratégique et logistique. Donc ils connaissent très bien le Burkina Faso. Oui. Ils ont des ramifications très très pointues et ils peuvent avoir ce qu'on appelle des cellules dormantes qui à tout moment peuvent se réveiller et frapper. Et quand on parle de l'attaque de Djibo, apparemment la localité de Solé a aussi été frappée, presque quasi simultanément. Oui. La carte est très importante. Pourquoi? Parce que quand on a cette carte-là, bon, on peut épiloguer sur l'apport. On peut afficher la carte au niveau de la réalisation. Sur l'apport du Bénin, sur l'apport du Togo, sur l'apport de la Côte d'Ivoire. On est parti à Athènes pour qu'on nous parle de l'Algérie, oui. N'est-ce pas? Nous avons là une zone qui est non loin de ce qu'on appelle la zone des trois frontières. Oui. Donc entre le Mali, le Niger et le Burkina. Alors, si cette attaque s'est produite à cet endroit-là, ça veut dire que la base de reprise stratégique de ces terroristes, c'est le Mali. C'est le Mali précisément. Le Niger, c'est encore un peu plus éloigné. Alors, n'oublions pas... Difficile d'envisager tout de même cette hypothèse. Mais si on n'envisage pas cette hypothèse, ça veut dire qu'on est dans la méthode Koué. On ne veut pas voir la vérité en face. Puisque nous savons qu'il y a des opérations conjointes qui sont menées justement par les armées des trois pays. Donc ce ne sont donc pas les anges qui sont descendus du ciel pour attaquer Djibo. C'est ça le problème. Ça veut dire qu'au-delà, et Nabaloum le disait tout à l'heure, des complicités en interne, même au niveau de l'armée, il y a aussi des cellules dormantes, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina. Sans oublier qu'il y a des forces burkinabées qui ont aussi légèrement été déployées du côté du Mali, et même l'aviation burkinabé qui sert de relais à l'intérieur du Niger. Donc il faut redimensionner, n'est-ce pas, toute cette réponse au niveau des pays de l'Alliance du Sahel,
de l'AES, mais aussi redéfinir les points névralgiques, stratégiques, qu'il faut absolument sécuriser, parce qu'apparemment, cette zone des 3 frontières apparaît un peu comme un sanctuaire, n'est-ce pas, pour cette groupe terroriste qui partent de là et peuvent se déplacer du côté de Mali, de Burkina, de Niger pour procéder à des attaques. Donc, une chose, c'est vrai, le soutien, il est impérialiste, mais les petites mains, n'est-ce pas, qui créent cette désolation, elles sont endogènes à ces États de l'AES. Refuser de voir ces réalités, c'est continuer de ne pas vouloir, n'est-ce pas, résoudre le problème en profondeur en acceptant qu'il y a des hommes liges de l'impérialisme occidental, des hommes liges de ce mercenariat international qui veulent absolument déstabiliser le Burkina Faso. Et là, ça donne tout le relief au propos du général, comment on l'avait appelé, Langlais. Ça vous dit, nous avons nos hommes dedans. Quand vous pensez que vous êtes fort, d'un moment à l'autre, on va vous donner des signaux pour vous montrer que nous sommes présents plus que jamais dans votre espace et nous avons cette capacité de nuisance qui peut faire très mal. Donc, il faut redimensionner complètement la défense et le caractère opérationnel des forces armées de l'AES. Il faut éviter, à mon sens, d'ouvrir plusieurs fronts qui sont inutiles, comme le front avec l'Algérie, j'insiste là-dessus, et surtout, n'est-ce pas, retoquer sérieusement le renseignement en interne. Quelqu'un a dit, nous sommes dans une guerre asymétrique, c'est-à-dire quelqu'un qui est normal. Le jour, il allait d'un cultivateur ou bien d'un éleveur, et la nuit, il devient un terroriste parce qu'il répond à certains ordres, etc., etc. Donc, les populations doivent être aussi impliquées dans le renseignement pour rendre ce renseignement plus fluide, plus crédible, mais surtout anticiper sur les actions de ces forces-là qui sont vraiment extrêmement criminogènes et qui continuent de s'aimer la désolation et le chaos. Même un pays comme le Cameroun avait dit de Boko Haram, on continue de subir aujourd'hui certaines attaques. Donc, sporadiques. Voilà, donc ne pensez pas que c'est fini, oui, que c'est terminé. Non, ça va continuer. Et plus, nous allons afficher notre détermination à retrouver notre souveraineté, plus l'ennemi, avec beaucoup de hargne, va tenter des opérations coup de force comme celle de Djibo et peut-être de Soleil pour remettre en cause, n'est-ce pas, l'espoir que nous avons aujourd'hui en une Afrique libre, en une Afrique indépendante, en une Afrique unie. Mais surtout, vraiment, il est inutile de créer souvent des problèmes inutiles. Et il est peut-être bon d'accepter de temps en temps, de discuter, tout en ayant une vigilance tout accrue, mais que d'ouvrir 1000 fronts au même moment, ça peut être extrêmement préjudiciable au vu de la capacité de nuisance de ces cellules dormantes qui sont perclues complètement dans toute cette zone des 3 frontières. Vraiment, une fois de plus, c'est difficile, mais courage au capitaine Ibrahim Traoré, courage au peuple de Burkina Faso. Je crois que c'est dans l'adversité que nous allons finir par écrire notre nom en lettres d'or sur du marbre. Merci à vous. Alors, Youssouf Kaboré, en 1 minute pour sortir de l'émission. 1 minute. Merci beaucoup pour l'occasion que nous avons de nous exprimer. Et nous profitons de cela pour lancer un appel à tous nos camarades de lutte, de encore s'armer de beaucoup de courage, parce que le combat il est encore long. Nous devons rester fermes sur notre décision de libérer notre Afrique, parce que le combat que nous menons, pour ceux qui n'ont pas encore compris, je pense que nous menons un combat égoïste pour le Burkina Faso, pour le Mali, pour le Niger. Non, nous menons un combat pour une libération de l'Afrique. Il faut qu'une vie africaine soit égale à une vie française, à une vie russe, à une vie américaine. Et pour cela, il faut que notre indépendance soit réelle et que notre indépendance ne soit pas donnée sous condition et que tout le monde nous donne des ordres qu'on est obligé de suivre comme des moutons et de s'exécuter comme des moutons. Plus rien comme avant. Merci bien pour l'invitation. Excellente soirée à tous. Merci. Merci à vous. Alors, Nabaloum, 1 minute également.
pour votre mot de fin. Alors, mon mot de fin, effectivement, va à l'endroit des forces de défense et de sécurité, que je salue le courage, la détermination. Et mon interpellation, c'est à toutes les vaillantes populations d'organiser la collaboration, d'organiser le renseignement pour accompagner ces forces de défense et de sécurité qui sacrifient leur vie de jour comme de nuit pour que nous puissions effectivement vaquer à nos occupations. C'est très essentiel et c'est un appel que je lance et aussi à toutes les organisations qui, par leur action, contribuent effectivement à cette lutte de façon engagée, de façon déterminée, parce que toutes les nations se sont construites dans la douleur. Et aujourd'hui, l'AES est en train de souffrir de cette douleur et nous pensons que les générations futures vont véritablement s'inspirer, vont se rappeler de ces moments difficiles qui ont permis de construire l'AES, qui ont permis de construire l'Afrique. Encore merci pour l'invitation. Merci à vous, Nabaloum Abdoulaye, depuis Ouagadougou, Burkina Faso, patient parfait d'homme. Sur le silence des chefs d'État, on a failli oublier cet aspect évoqué par les téléspectateurs. Oui, il y a beaucoup de considérants qu'on peut mettre en avant sur ce silence. Il y a aussi des relations, aujourd'hui, j'allais dire plus ou moins critiques, entre l'AES et un certain nombre d'organisations, à la fois régionales et continentales, oui. Au point où certains chefs d'État au niveau du continent peuvent bien se dire, de toute façon, l'enfer, c'est les autres, bien fait pour eux. Mais nous leur rappelons tout simplement que l'AES se bat pour l'Afrique et que vraiment l'enfer, c'est aussi l'absence des autres. Nous avons besoin de tous les peuples africains, de toute notre jeunesse. Il n'est pas du tout admissible et acceptable qu'un pays comme le Burkina Faso subisse ces attaques récurrentes et répétées sans que des voix se lèvent au niveau de notre continent pour affirmer leur solidarité vis-à-vis du Burkina Faso, mais surtout apporter tout leur soutien au projet de l'AES. Merci à vous, patient parfait d'homme. Merci à tous nos invités de la soirée, toutes nos excuses auprès notamment d'Omar Amadou Issoufou, qu'on n'a pas pu avoir à cause justement d'un souci technique. Merci à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs. On se donne rendez-vous demain mercredi, vous le savez, la journée entièrement consacrée aux téléspectateurs. Portez-vous bien.